C'est une sportive de haut niveau que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Anita Fatis, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancienne nageuse paralympique. Vous avez aujourd'hui, je me permets de le dire, 61 ans. Vous êtes atteinte de la sclérose en plaques depuis 35 ans, mais vous êtes désormais équipée, on va en parler, d'un dispositif médical qui vous permet de remarcher. Et comme rien ne semble pouvoir vous arrêter, Anita Fatis, vous avez fait l'ascension de l'Himalaya au Népal, une aventure que l'on peut découvrir dans le documentaire Didi, réalisé par Marco Marchioni. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous également. On va regarder tout de suite un extrait de ce documentaire. J'en ai chié ce matin, vraiment, j'en ai chié. À un moment donné, j'ai dit à Kamel, je veux crever. Je veux crever. Je veux pas abandonner parce que, voilà, mais la douleur est tellement intense. Et qu'est-ce qui te pousse à revenir là à chaque fois du coup? J'en sais rien. Je te jure, je me pose des questions. Je dis mais pourquoi tu viens te faire mal tout le temps? Qu'est-ce qui me... Je cherche la mort, c'est pas possible. Je suis content. Au départ, je le fais pour tous les patients, pour aussi pour mes enfants, mes petits-enfants, enfin que tout le monde soit fier de moi. Mais, ouais. Voilà, extrait de ce documentaire. Alors, on vous voit en grande souffrance à certains moments de ce film, Anita Fatis. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité relever ce défi? Bon, ça fait très très longtemps que je me bats contre la sclérose en plaques, même le sport à haut niveau. À la base, c'était de faire du sport pour montrer que même quand on a une sclérose en plaques, eh ben, on peut faire des activités. J'étais à un haut niveau, c'était pas prévu à la base. Et puis après, donc, c'est vrai qu'au Népal, toujours dans le combat, sauf que je vis aussi. Et puis bon, là, il était particulièrement difficile. Le premier jour de marche, 1200 mètres de dénivelé. Et donc voilà, là c'est vrai que c'était au camp de base, c'était hyper difficile. Mais bon, je découvre les images, voilà. C'est... Marco Marchioni, vous qui êtes le réalisateur du film, pourquoi est-ce que vous avez accepté de la suivre dans cette folle aventure? J'imagine que ça a été difficile pour vous aussi physiquement. Alors c'était une préparation d'1 an, physique et mentale, parce qu'on ne grimpe pas l'Himalaya comme ça du jour au lendemain. Anita, on se suit depuis les Jeux Olympiques de Londres, Paralympiques de Londres en 2012. On a créé une immense amitié autour de cela. Et ça faisait des années qu'elle partait dans l'Himalaya. Et je lui disais souvent, je rêve de faire une aventure telle que celle-ci. Et elle m'a fait une surprise en novembre 2023. Elle est venue me voir sur mon lieu de travail en me disant écoute, je pars pour la dernière fois, je veux qu'on fasse un album de famille, un PowerPoint en fait grosso modo parce que la maladie augmente, elle est atteinte de sclérose en plaques, l'âge avance également et c'était le moment ou jamais de laisser une trace à ses enfants et ses petits-enfants. Donc à la base on partait sur un album de famille qui s'est heureusement transformé en film. Voilà. Vous disiez 1 an de préparation, vous vous êtes préparés ensemble ou ça a été 2 préparations distinctes? Non, pas du tout. C'est chacun son truc. En plus, moi, en situation de handicap, j'ai pas du tout la même préparation. Je vais beaucoup à la piscine, je nage beaucoup en hypoxie. J'ai fait quelques marches et Marco, il a eu sa propre préparation. Mon mari a eu sa propre préparation. Et votre mari qu'on voit effectivement aussi dans ce... Voilà, c'est ça. Et ma kiné aussi, qui est très indispensable dans ce genre d'aventure et qui a aussi sa propre préparation. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans cette ascension? L'accumulation des montées, en fait, parce que habituellement, quand je fais des treks au Népal, on monte, on redescend et on remonte un peu plus haut. Et là, en fait, ça faisait que monter. Tous les jours, on montait. Il n'y a pas eu un jour où on descendait. Enfin, du moins jusqu'au camp de base. Et après, on est redescendu, mais ça montait tout le temps. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous disposez d'un dispositif médical qui vous permet justement de retrouver l'usage de vos 2 jambes. D'ailleurs, c'est ce que vous racontez dans le documentaire, c'est que ça a été un
un bouleversement positif dans votre vie, cet appareillage médical. Ça vous a permis de reprendre la main de votre mari, de vos petits-enfants aussi. C'est ça, ouais. Comment est-ce que cet appareillage, ce dispositif médical est entré dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été proposé ou c'est vous qui avez fait la démarche? Non. C'est en fait, pour raconter la petite histoire, j'ai vu donc un gars qui a fait le Kilimandjaro et qui était équipé d'un exosquelette. Rien à voir avec ce que j'ai. Et donc j'en parle à ma kiné, à mon ortho et tout ça. Et puis mon ortho, il me dit, ben tu sais, il y a un dispositif qui va sortir de chez Autoboc. Et du coup, j'étais un peu harcelée au téléphone pour avoir ce dispositif. Et on m'a fait un contrat d'ambassadrice. Donc, je suis ambassadrice de la marque. Et voilà, et c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie, mais vous dites qu'en même temps, la machine ne fait pas tout. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail aussi d'adaptation à ce dispositif médical, en plus de votre préparation à l'ascension. C'est ça. On ne met pas ce dispositif et lève-toi et marche. Ce n'est pas un miracle. Il y a énormément de travail. Au moment où je l'ai eu, c'était donc en 2023, 22. Et ça a été 1 an et demi de travail. 1 an et demi de travail en rééducation avec ma kiné, à marcher, à faire les problèmes d'équilibre. Vraiment, c'était un gros travail. Et puis au final, voilà, j'en suis là. Et aujourd'hui, j'ai la très bonne nouvelle d'annoncer à tous les patients que ce dispositif, depuis 8 jours, il est pris en charge à 100%. Par la sécurité sociale. Par la sécurité sociale. Donc, ça veut dire que demain, on va voir des personnes équipées comme moi en France avec un dispositif, et c'est bien mieux que d'être dans un fauteuil roulant, parce qu'on retrouve la liberté. Voilà, ça change complètement la vie. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour tous ces patients. Marco Marchionni, je me tourne vers vous. Il y a un moment où on voit Anita Fatis dans le film tomber dans les pommes. Vous êtes quand même à plusieurs milliers de mètres d'altitude. J'imagine qu'il y a eu pour vous aussi des moments de stress lors de cette ascension, parce que là, il n'y a pas, dans ces conditions-là, il n'y a pas d'ambulance qui peut venir vous récupérer. Non, comment est-ce que vous gérez ces moments de grande tension pendant l'ascension? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Anita commence à avoir le pied qui gèle, et malheureusement, n'ayant pas de sensation, il y a une douleur qui a été ultra forte et qui l'a fait partir. Donc on a eu très peur, elle est tombée juste devant moi en fait. Et il faut savoir qu'à la hauteur où on était, l'hélicoptère ne vient plus. Donc la seule solution était de la redescendre sur le camp de base pour qu'elle puisse se faire soigner ou rentrer en France si malheureusement ça n'allait pas mieux. Donc on est passé par des phases de stress assez intenses. On a réussi à gérer. Puis ce qu'il faut souligner, c'est qu'Anita, en tant que sportive de haut niveau et en tant que femme, elle a un mental hors norme. C'est-à-dire que le lendemain matin, on pensait vraiment, nous quand on l'a vue tomber, on a dû la redescendre au camp de base et on pensait que l'aventure s'arrêtait là. Vraiment, on s'est concerté en se disant ça va s'arrêter là. Et finalement, le lendemain matin, ça a été la première à venir nous réveiller pour repartir. Donc c'est vrai qu'on est passé par toutes les phases avec Anita et c'est ça qui était beau dans cette aventure. Bon, après, il y a merci les médicaments. Voilà. Puis la présence de Béa qui t'a bien soigné également. Les soins de Béa et puis voilà, le professeur de 16 m'a fait aussi une ordonnance avec des médicaments. Qui vous aider. Et puis il y a évidemment la force du mental, on l'imagine bien. Alors c'est aussi un documentaire qui sensibilise, même si ce n'est pas le sujet principal, sur la pollution. On voit notamment les Sherpas ramasser dans la montagne des déchets, des mégots. Je vous propose qu'on regarde ce nouvel extrait. C'est insupportable. C'est pas les Népalais, hein. Les mégots de cigarettes, les bouteilles de coca et tout ça. Enfin, il faut arrêter quoi. Là, on est à plus de 4000 mètres là. Clairement, j'en chie, mais vraiment, j'en chie, j'ai mal. Mais de voir ça, ça me démonte, Parce que pour moi, dans l'esprit des randonneurs, des trekkers, c'est de faire aussi attention à la montagne, de la protéger. Mais là... Marco Marchionni, cette pollution, vous aussi, elle vous a frappé? Oui, énormément. Et il y a même une matinée, on se réveillait, on allait partir pour une nouvelle ascension et on était face à l'Annapurna 3. Et j'ai vu dans une crevasse, en fait, quelque chose de fluorescent. Une couleur orange fluo. Et en zoomant avec la caméra, je pensais que c'était un corps qui remontait, parce qu'il y a énormément de corps avec le réchauffement climatique qui remontent, des corps d'alpinistes disparus. Et on pensait que c'était potentiellement un corps qui remontait. Et au final, en zoomant avec la caméra, on s'est rendu compte que c'était un campement abandonné.
par des alpinistes, des trekkers. Et en montant, on a pu constater qu'à partir de 4000 mètres, une fois qu'il n'y a plus d'habitation et que ça reste vraiment le monde sauvage, c'est très pollué. Ça gâche un peu l'ambiance quand on ne s'attend pas à ça forcément. On part, c'est les plus hautes montagnes du monde, on a une image préconçue, être au milieu de la on s'imagine dans la pureté la plus totale et au final, on se rend compte que c'est une déchetterie à ciel ouvert. Vraiment. Alors c'est aujourd'hui la journée internationale des glaciers. Est-ce que vous, la fonte des glaces, c'est un phénomène que vous avez observé lors de votre Tout à fait. C'est mon quatrième trek au Népal. Et effectivement, il y a de moins en moins de neige. Et donc, qui dit moins en moins de neige, eh ben, qui dit réchauffement climatique. Et donc, les Népalais, d'ailleurs, ils ont peur. Ils ont peur de ça parce que s'il n'y a plus de neige, il n'y a plus d'emploi. Eh ben, il n'y a plus de travail. Hein. Et il faut savoir que les Népalais, c'est leur vie, ça, hein, de porter, et donc, oui, c'est assez dramatique. Hein. Une fonte des glaces qui a donc des conséquences On est parti économiques. tout au long du mois de novembre et il n'y avait quasiment pas de neige. Ouais. Alors que normalement, c'est des saisons où c'est plein. Une dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous préparez un prochain défi, une prochaine ascension C'est un silence qui en dit long. On a vécu peut-être la plus belle aventure humaine, que ce soit nous, l'équipage, avec la population népalaise. On aimerait vraiment, on y pense, mais pour l'instant, on n'a encore rien de calé, même si l'esprit est déjà loin dans la démarche. Ouais. Je reste un petit peu sur ma faim, moi. Donc peut-être qu'on vous retrouvera dans quelques mois, quelques années, sur une autre montagne. Vous viendrez nous le raconter. Merci beaucoup à tous les deux. Et je rappelle le titre de votre documentaire, Didier, à découvrir prochainement dans les salles de cinéma Kinépolis.